winds 120 knots from the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. Bon vendredi soir, bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X, le week-end qui s'entame très bien avec cette émission ainsi que notre ami Christian Page. Bonsoir Christian. Salut Marceau. Bonne nouvelle, ça a l'air que mercredi, il y a un livre tant attendu qui sera dans les librairies. Bien sûr, c'est Les OVNIs au Québec, signé Christian Page. Oui! Effectivement, donc j'ai eu mes premières copies cette semaine. Je suis très content. J'ai même, écoute, T'as-tu l'impression d'accoucher? Oui, à chaque fois, donc il y a une espèce de plaisir. Et je sais pas pour les autres auteurs, mais moi, en ce qui me concerne, à chaque fois que j'ai publié un livre, quand j'ai eu la copie livre en main, je l'ai relu. Parce que même si on suit le processus jusqu'à la fin, hein, tu te dis, bon, il n'y a pas de surprise parce que, bon, j'écris, l'éditeur fait des propositions pour changer un paragraphe, changer un texte, déplacer une photographie. Donc, on suit ce processus-là. Et quand le livre est envoyé à l'imprimerie, ben, tu t'attends pas à avoir une surprise. Tu as vu, j'ai approuvé la dernière version, tu comprends? Mais néanmoins, le livre arrive chez moi, je l'ouvre, là, je l'ai entre les mains, là. Donc, le concept qu'on avait, qui est un peu virtuel, hein, parce qu'on t'envoie une photo de la couverture, ça va ressembler à ça. Mais là, tu l'as entre les mains, là. Ben, je l'ai relu. Tu sais, tu te dis, bon, je m'attends pas à une surprise. On a peut-être changé une virgule à la toute fin sans me poser la question. Mais donc, il n'y avait pas de surprise. Tout était exactement comme je l'avais approuvé à la dernière version. Mais il y a comme quelque chose, c'est fébrile de l'avoir entre les mains et de le lire, de tourner les pages et le lire. Et écoute, c'est un très bon livre. Je sais pas comment dire ça, mais bon. Et la semaine prochaine, donc le livre sort en librairie. Ouais. Donc la semaine prochaine, on en fera tirer, si tu le veux bien, 2 exemplaires. Bien sûr, bien sûr. Qu'on fera tirer comme ça aux auditeurs. Et on dit qu'il y a certaines librairies, c'est drôle, je sais pas pourquoi les gens savent ça, mais on m'écrit présentement, il y a certaines librairies qui disent qu'ils arrêtent de prendre des commandes pour des mises de côté parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'auront pas assez de livres. Ça se peut-tu, ça, Christian? Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ça serait un beau problème. Ça serait vraiment un très, très beau problème. C'est vrai qu'il y a eu un délai. Oui. Initialement, le livre devait sortir de mémoire, c'était le 14 octobre. Et ça, c'est dû simplement à l'auteur que je connais bien, mais qui a tardé à remettre le manuscrit définitif à l'éditeur. Donc, il y a eu un petit retard. Mais en théorie, donc le livre sort mercredi prochain en librairie. D'ailleurs, ce matin, j'ai enregistré à Montréal, dans les studios de TVA, on a enregistré un épisode de 2 filles le matin, qui était consacré justement à la sortie du livre et aux ovnis, qui va être diffusé dans le courant de la semaine prochaine. Je crois que c'est l'émission de mardi ou de mercredi qui va coïncider à peu près avec la sortie du livre en librairie. Donc le sujet est intéressant. C'est sûr que c'est plus difficile quand on a dans les vis-à-vis autour de la table des gens qui sont persuadés de, tu sais, que bon, les ovnis existent et on est visité par des extraterrestres, mais l'échange était excessivement agréable. C'est bien le fun et on avait Monsieur Tremblay, je crois, il y a une émission actuellement à Canal D qui est le pilote, le dernier des pilotes ou quelque chose comme ça. Et lui avait observé des ovnis durant ses vols, parce que c'est un pilote maintenant retraité, mais bon, il a fait de nombreux vols et des vols commerciaux. Et il racontait donc en ondes un peu les observations qu'il avait eues, puis tout ça. T'sais. Je trouvais ça très intéressant, t'sais. Mais c'est sûr que le type, il a été lui-même pilote, il a été lui-même témoin de ces phénomènes, donc c'est difficile éventuellement de dire « Ouais, mais peut-être que t'as pas vu ça, là. » Fait que, mais bon, enfin, c'était tout à fait agréable. Donc ça, c'est la semaine prochaine, donc à TVA. Et moi, j'étais de mon côté tout à fait content de cette présentation. On est revenu, bien sûr, sur certaines observations des ovnis au Québec, dont la tristement, à mon avis, célèbre observation de l'ovni de la place Bonaventure. Tristement célèbre, parce que ça revient souvent. Puis bon, moi, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire là-dessus, mais tu comprends que l'événement s'est passé le 7 novembre 1990. Donc, tu comprends que dans quelques jours, on va souligner le 30e anniversaire de cet événement. Et je pense que, d'une certaine façon, c'est très, très difficile
comment je pourrais dire, de parler des ovnis au Québec sans aborder cette histoire-là. C'est parce que je pense que dès qu'on parle d'OVNI au Québec, c'est une des premières histoires qui vient en tête. Hein? Oui, cette histoire d'OVNI au-dessus de la place Bonaventure. Donc, ça m'agaçait un peu de revenir sur le sujet, mais je comprenais que c'était en même temps un incontournable. Donc, j'ai évoqué cette histoire-là. Puis bon, mais enfin, j'espère que les gens vont apprécier. Ça a été en tout cas une agréable rencontre. Puis là, bon, évidemment, on avait un témoignage directement sur le vif. On a présenté justement à l'émission les fameuses vidéos de la US Navy, dont on entend un extrait là, en début de l'émission de Radio X-Files. Donc, j'ai commenté un peu ces images-là. Donc, je pense que les gens vont aimer ça. Mais Parfait. le livre, lui, cela étant dit, je réitère, j'ai trouvé que le livre était tout à fait excellent. Donc, Christian Page, ça sort mercredi dans toutes les bonnes librairies. Ah, tu vois, il y a des gens qui ont réservé aujourd'hui, puis c'est possible de réserver encore là, pour ce qui est des livres de Christian Page dans les bonnes librairies. Donc, ça s'appelle OVNI Québec. Puis là, tu parles des observations aux enlèvements extraterrestres. C'est 80 ans d'incidents que tu racontes. Exact. Donc, on fait le tour de toute la thématique des ovnis, hein, qui va des premières apparitions, là même, on en a parlé à l'émission il y a quelques semaines, ces fameux tableaux ou ces peintures qui illustraient des soi-disant ovnis. Bon, dans bien des cas, et on l'a vu avec Faustine Boulay, qui est une spécialiste dans l'art ancien, qui disait, ben, ces peintures-là ne montrent pas vraiment des ovnis, ce sont des interprétations de phénomènes célestes, interprétés souvent dans un cadre excessivement religieux, et là, bon, évidemment que nos yeux de gens habitués aux phénomènes de l'espace, habitués aux ovnis, bon, on essaie de voir là-dedans des ovnis. Néanmoins, il est vrai que durant le Moyen-Âge et à la Renaissance, il y a eu des phénomènes célestes spectaculaires qui ont été rapportés à l'époque dans les journaux de l'époque. Hein. Il y avait des quand l'imprimerie a commencé, on distribuait des feuilles. C'était les premiers, les ancêtres des journaux, et même certaines gravures ont représenté on appelait ça à l'époque des miracles célestes, hein, et des prodiges. Et je parle un peu de ça et je glisse rapidement vers les premières observations, le dûment rapporté de phénomènes ovnis au Québec. Je remonte même à la vague d'aéroplanes fantômes qui a déferlé sur le Québec en 1915 et qui avait éventuellement entraîné, et ça a été une première dans l'histoire du Canada, hein, des phénomènes, la presse appelait ça des aéroplanes fantômes, mais il faut comprendre qu'en 1915, les avions, c'était le début de l'ère de l'aviation, et les avions ne volaient pas de nuit. Les rares avions qu'on pouvait voir, puis c'était toujours très spectaculaire pour les gens, là, quand on voyait un avion passer dans le ciel, en 1915, crois-moi, les gens s'arrêtaient et regardaient. C'était vraiment un spectacle. Mais aucun avion était équipé pour voler de nuit. Et voilà qu'en 1915, toute une série d'observations de phénomènes célestes mystérieux que la presse va appeler les aéroplanes fantômes. Hein? Pourquoi il y a une espèce de crainte qui entoure ces événements-là? Il faut se rappeler qu'en 1915, on était en guerre contre l'Allemagne. Et là, le Canada se disait, ben, est-ce que les Allemands posséderaient des avions? Est-ce que ces avions-là pourraient venir ici? Des aéroplanes, comme on disait. Et donc, il y a eu toute une série d'apparitions durant la nuit de phénomènes aériens inconnus que la presse, bien sûr, associait à des aéroplanes. Et à un moment donné, crois-le ou non, ces objets ont traversé le Québec, ont passé au-dessus de Brockville, en Ontario. Là, les gens le voyaient bien, donc on est juste au sud de la frontière du Québec. Donc les gens les ont vus. On raconte même que ces objets-là, on aurait même laissé peut-être tomber un objet lumineux dans le fleuve Saint-Laurent. Certains ont parlé d'une bombe, d'autres ont parlé d'une boule de feu. Mais quoi qu'il en soit, ces objets se dirigeaient vers Ottawa, et le maire de la ville de Brockville, le soir où les événements se sont produits, le maire, éventuellement, il y a eu une espèce de conciliabule d'urgence à la mairie. Et là, comme ces engins avaient pris la direction d'Ottawa, le maire de Brockville a directement appelé le premier ministre Borden. Hein, personnellement, la ligne rouge, et là, il a informé que des aéroplanes mystérieux, fantomatiques, se dirigeaient vers Ottawa, et on a fait fermer les lumières du Parlement. En fait, toute la colline parlementaire à Ottawa a été plongée dans le noir pour éviter que ces aéroplanes puissent prendre le bâtiment comme cible. Et les aéroplanes ne sont jamais arrivés au-dessus de la capitale. Certains ont prétendu qu'ils avaient tourné, ils avaient pris une autre tangente vers Guelph en Ontario, mais quoi qu'il en soit, ces aéroplanes fantômes ont disparu. Donc ça, c'est parmi les premières observations dûment rapportées dans la presse québécoise. Je parle de ces observations, et puis
on va comme ça jusqu'aux années là, 2020, les années 60, 70, avec des observations spectaculaires. Je présente quelques classiques. Puis on passe bien sûr les grandes thématiques, les enlèvements extraterrestres, les supposés écrasements. Donc tout ça, on passe en revue, mais toujours avec une vision québécoise. Donc quand je parle des enlèvements extraterrestres, ben je prends des cas québécois de gens au Québec qui ont prétendu avoir été enlevés par des extraterrestres. Je cite des études qui ont été faites au Québec par des spécialistes au Québec, des psychologues ou des gens qui ont mis ces gens-là sous hypnose, donc la collecte d'informations. Et puis, bien sûr, j'aborde des sujets qu'on a abordés à l'émission aussi. Que vaut les témoignages? Quelle est la fiabilité de la mémoire? Et surtout, ce livre-là, c'est beaucoup plus un livre sur l'ufologie, le milieu des amateurs d'ovnis, que sur les ovnis lui-même. C'est-à-dire que, bien sûr, je parle des ovnis, mais on voit toujours en filigrane le milieu des ovnis pour lesquels je n'ai pas beaucoup d'estime, il faut le dire, et je m'en cache pas non plus. Le livre n'est pas, je rassure tout de suite les lecteurs, ce livre-là n'est pas une vendetta contre le milieu ufologique, mais j'ai été pendant 20 ans de ce milieu-là, j'ai vu à quel point il est gangréné de l'intérieur, comment les bonzes de l'ufologie manipulent l'information pour faire avaler aux gens, aux auditeurs, aux téléspectateurs, n'importe quelle salade. Et à un moment donné, je le cache pas, Yannick, en 1980, à peu près 1995-96, ça a été pour moi une grande remise en question par rapport à tout ça et j'ai décidé de quitter le milieu des ovnis. Et je pose à travers ce livre-là un regard assez critique sur ce milieu-là des ovnis. Mais, je rassure encore une fois les gens, c'est pas une vendetta, là, je commencerai pas à dire un tel, puis un tel, puis un tel a fait ça, mais c'est plutôt une vision assez générale de ce milieu-là. Et je le dis noir sur blanc, c'est les ufologues, donc ceux qui se définissent comme étant des gens très intéressés par les ovnis, même enquêteurs sur le phénomène des ovnis, si ces gens-là n'appliquent pas des méthodes plus rigoureuses, ou ces gens-là ne font pas le ménage dans leur propre cours pour essayer de faire une espèce de séparer le bon grain de l'ivraie, parce qu'il y a toutes sortes de coucous dans ce milieu-là, ben je pense que l'ufologie est condamnée à rester dans ce qu'elle est actuellement, une espèce de ghetto de la pensée. C'est-à-dire que dès qu'on parle des ufologues, il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui va nous faire un tout-dou-dou-dou-dou, puis on va évoquer Richard Glenn et les intraterrestres. Bon, tu vois, c'est toujours un peu ça, puis je pense que c'est un peu fondé. Si les ufologues ne se prennent pas en main, puis s'il y a pas on donne pas un coup de barre quelque part, ben, ça va rester un peu un sujet un peu marginal, puis les gens de ce milieu-là continueront d'être considérés un peu comme des gens un peu farfelus, un peu coucou. Les ufologues et les politiciens, ils ont quelque chose en commun. Certains manquent de crédibilité et sont responsables un peu du cynisme qu'on a envers eux. Ouais. Puis ils ont autre chose aussi, ils sont très très menteurs. OK, ouais. Ben j'aurais pas été jusque là, mais c'est Christian Page qui l'a dit, hein. Ouais, effectivement. mais faut s'entendre, quand je dis menteur, on déforme la vérité, mais bien souvent les ufologues du premier niveau sont même inconscients de ça. Il faut savoir que moi, évidemment ça n'engage que moi là. Mais après avoir passé 20 ans dans cet univers-là, ce que l'on constate, c'est que ce milieu de l'ufologie, c'est un peu comme un milieu pyramidal. Ceux qui sont au sommet de la pyramide sont perçus par la base quasiment comme des gourous. Et on avale tout ce que ces gens-là nous disent. Donc, ils nous disent, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont enquêté sur tel ou tel dossier, et là, nous livrent leurs conclusions sur telle ou telle enquête. Et on comprend que les ufologues de la base voient dans ces gens-là des espèces d'idoles, des maîtres à penser, et ils adhèrent à ce que ces gens-là racontent. Mais si on gratte un peu, et on se donne la peine de vérifier ou de contre-vérifier ce que ces gens-là prétendent, ceux du sommet de la pyramide, ces gens-là sont en train de nous entuber en nous racontant n'importe quelle histoire. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est maintenir leur statut. Ils veulent continuer d'être idolâtrés, d'être les super vedettes. Ils déforment les faits. Et les gens de la base, malheureusement, ils acceptent cette information-là, puis ils n'ont pas les moyens nécessairement de la vérifier. Donc, quand des gens, un Stephen Greer ou, je sais pas moi, un Richard Darlan racontent telle ou telle histoire, évidemment, chez nous, dans notre salon, qui nous intéressant à la question des ovnis, on n'a pas les moyens d'aller vérifier tous ces trucs-là. Donc, on accepte, on fait confiance à ces gens-là, et ces gens-là le savent, et ils en profitent.
Christian, il m'est arrivé quelque Oui. chose de particulier lundi, puis je me suis dit, tiens, ça va me faire quelque chose à y jaser vendredi. Vas-y. J'ai eu un déjà-vu. Puis je sais que c'est une forme de paramnésie, puis ça m'arrive souvent, moi, dans ma vie, d'avoir des déjà-vus. Ça peut être des déjà vécus, des déjà sentis ou des déjà visités, de ce que je comprends, puis ça touche 70% de la population mondiale. Donc, les gens qui nous écoutent, là, il y en a 7 sur 10 qui ont déjà eu des impressions de déjà-vu. Et comment c'est arrivé? Je vais te le raconter très vite. Là. C'est lundi, Vas-y. je reçois un courriel, donc je regarde mon cellulaire, puis en même temps, je reçois le téléphone, puis là, je me suis dit, il y a un livreur qui va cogner à la porte, puis le livreur a cogné. Mhm. Je sais que ça se passe en une milliseconde et possiblement que le livreur avait déjà cogné à la porte avant que mon cerveau analyse la situation. Parce que quand on lit un peu sur le déjà vu, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on parle de panne cérébrale. Donc, dans Oui. mon cas, c'est pas nécessairement surprenant. Là. Mais mon Dieu, que quand ça nous arrive, Christian, on C'est trouve très ça surprenant. spécial. Oui, parce qu'en fait, c'est une dysfonction du cerveau qui est inhabituelle. Hein? C'est-à-dire que l'information est pas placée dans le bon ordre. C'est Donc, ça. tu prends un document, puis là, ça frappe à la porte. Mais comme tout ça se passe en même temps, le cerveau ne met pas les informations dans le bon sens. Et là, on a comme l'impression, justement, qu'il y a une espèce d'effet, entre guillemets, feedback. Là. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais effectivement, c'est très surprenant lorsqu'un truc comme celui-là arrive. Mais bon, faut pas. Généralement, dans le cas du déjà vu de cette façon-là, ça se produit toujours au moment même de l'événement. Hein? C'est-à-dire que tu es là, tu renverses ton verre, un verre d'eau par exemple, tu renverses ton verre d'eau, et au moment où le verre se renverse, au moment où ça se produit, tu te dis, mais il semble que j'ai déjà vu ça. J'ai un sentiment de déjà vu. C'est quand le phénomène se produit. Donc, à ce moment-là, je pense que l'explication proposée par les neuroscientifiques, c'est-à-dire que c'est l'information qui n'est pas acheminée au cerveau ou qui n'est pas mise dans le bon ordre et qui donne l'impression à l'individu que l'information était là avant. Exact. Je pense que cette explication-là, elle est tout à fait fondée. Là où ça devient intéressant, et là, on glisse quasiment dans l'univers de la parapsychologie. C'est lorsque les gens ont un déjà vu, mais qu'ils ont déjà parlé avant et souvent longtemps avant. Ça aussi, ça me fait ça. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit c'est drôle, j'ai eu comme un feeling de voir une maison, une porte, etc. Et là, d'un coup, une semaine après, il se retrouve dans un endroit comme celui-là et des gens autour de lui se disent il m'avait parlé de ça il y a quelques jours. Ouais. Et là, à ce moment-là, j'avoue qu'on n'a pas vraiment eu l'explication. Est-ce qu'on peut être dans le hasard? Parce que moi, je me dis toujours c'est le hasard qui fait ça. Je veux dire, oui, absolument. Il y a une grande possibilité. On doit considérer quelles sont les informations qui sont réellement qualitatives. Parce que si tu me dis, c'est drôle, j'ai fait un rêve où j'ai eu un sentiment, une espèce de vision, je me voyais marcher sur le trottoir déambulant sur la Grande Allée à Québec. Ouais, mais comme tu vas au studio de Radio X chaque semaine, c'est un environnement qui est connu, dans quelle mesure l'information qui est racontée là est inhabituelle et dans quelle mesure elle est qualitative. Donc ça, il faut faire très attention. Mais lorsque, par exemple, si tu me dis, j'ai eu cette vision, puis c'est étrange, comme j'arrivais au coin de la rue, j'ai vu une femme avec un manteau rouge qui s'est fait heurter par une voiture, tu me racontes ça, puis une semaine après, tu es témoin d'une scène comme celle-là, ben là, évidemment, le hasard n'est plus vraiment tenu en compte. Ben ça, si ça m'arrive, Christian, j'en parlerai pas à radio. Ouais. On dit, lâche les substances un peu illicites. Ouais. Simplement, pendant que je te parlais, Yannick, j'ai regardé... C'est quand je te parlais ce matin que j'avais fait l'émission de Deux filles le matin. Oui. Le pilote en question, c'est M. Raymond Boulanger. Donc, qui était l'un des invités, et c'est lui, M. Boulanger, qui racontait que durant ses années de pilote, il avait observé à 3 reprises des ovnis, dont une expérience qu'il a racontée qui m'a particulièrement fasciné, c'est il vole sur un appareil commercial, il fait un vol entre Copenhague et le Canada, et à un moment donné, il voit les gens qui sont dans le cockpit avec lui, ils observent dans le ciel un objet qu'il décrit, à l'antenne, il dit ça ressemblait à une espèce de cylindre, comme un tube de cigare sans ailes, et c'était argenté. Mais l'objet n'était pas lumineux en soi, mais il était comme très brillant.
Donc, il a pu l'observer. Il dit bien, je sais pas à quelle distance il était, parce que bon, face à l'inconnu, c'est un gros objet qui est loin de l'appareil ou est-ce que c'est un petit objet plus proche? Ça devient très difficile de savoir ça. Mais on voit dans son discours que l'expérience l'a beaucoup marqué et convaincu, bien sûr, de la présence d'aéronefs inconnus dans le ciel. J'ai trouvé ce récit-là, ce partage-là, tout à fait intéressant. Donc, c'est l'une des observations qu'a fait M. Boulanger. Oui, je l'avais déjà reçu dans le temps du Chautar. Il était venu en studio puis il me parlait justement de ses premiers vols qu'il avait fait. Il faut dire que c'est un gars qui était mercenaire, donc il vendait un peu ses services dans des pays un peu louches pour transporter de la matière en poudre. Il est bien connu au Québec. Il est bien connu au Québec parce qu'on l'appelle un peu c'est le pilote au clin d'œil. Hein? Oui, exact. Il avait été arrêté parce qu'il avait transporté une cargaison de stupéfiants. Puis quand les policiers l'avaient... Ouais, et quand les policiers l'ont arrêté, et les caméramans étaient là, et puis il s'est tourné vers les caméramans avec un large sourire et un clin d'œil. Et l'image est restée. Donc, c'est le pilote au clin d'œil. C'est le pilote mercenaire, renégat au clin d'œil. Puis il avait travaillé pour la CIA, je pense que c'était en 85 ou 95, là, je vois de mémoire, là, mais c'est entre les deux. Là. Il avait travaillé pour la CIA aussi comme pilote. Là. Ouais, c'est un personnage là, tout à fait fascinant avec... une histoire de vie digne d'un roman. Moi, j'étais assez... on a jasé un peu avant d'entrer en studio. On avait nos masques. Je rassure les gens, là, on avait nos masques. Et puis après être sorti du studio, on est resté longuement à l'extérieur à jaser ensemble. Personnage tout à fait fascinant. Ouais, c'est en 85 qu'il pilotait pour la CIA. On sait à cette époque, hein, la CIA travaillait beaucoup avec les cartels. Hein, ils engageaient des pilotes. On avait infiltré les cartels. Puis en même temps, on sait qu'il y avait énormément de marchandises qui passaient par le Nicaragua. Et on sait que la CIA, les services de renseignement américains, tenaient à renverser le gouvernement de Manuel Noriega. Donc, il y avait toute cette mécanique-là, à cette époque, dans les années 80, il y avait une espèce d'effervescence entre les services de renseignement, les cartels de la drogue, ce qui se passait sur le plan politique en Amérique centrale. On supportait les Contras. Il y avait toutes sortes de trucs ça faisait un melting pot qui était tout à fait explosif. Et lui, il s'est retrouvé là-dedans. C'est quand même incroyable. Puis tu sais quoi, j'ai jasé de ça il y a de ça quelques semaines aussi avec un de mes amis avec qui je fais de la plongée sous-marine. Puis lui, c'est un ancien contrôleur aérien de l'armée. Oui. Puis lui, il a fait plusieurs guerres comme contrôleur aérien. Il devait se déplacer dans d'autres pays. Puis après ça, il bâtissait des aéroports pour que les avions puissent atterrir puis fournir en matériel tous les soldats. Et il me racontait que la CIA ne dévoile jamais son plan de vol. Donc, eux sont dans la tour, savent que ce qui est au-dessus d'eux, c'est un avion allié, mais ils savent pas c'est quoi. Mais comme c'est pas identifié, ils taguent automatiquement CIA. Mais tu sais qu'il y avait, aujourd'hui c'est un peu, ça se fait moins, là, mais à une époque, aujourd'hui, même les petits avions, là, un Cessna par exemple, il va être équipé d'une balise, d'un transpondeur, une balise de position. Mais encore là, il faut s'entendre, hein, c'est pas tous les petits avions qui en ont, la plupart en ont. Mais si on recule de 15 ou 20 ans en arrière, beaucoup de Cessna ou de petits appareils n'avaient pas de transpondeur. Il faut savoir également que le transpondeur, on peut le couper simplement en appuyant sur un bouton. Hein. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé avec la disparition du vol MH370. Hein. C'est qu'on a comme simplement les pilotes à bord de l'appareil ont coupé le transpondeur. Donc, c'est pour ça qu'on l'a perdu un peu des écrans radars. Mais il y a 20 ans, par exemple, les petits avions n'avaient pas de transpondeur. Donc, on s'en remettait presque essentiellement les pilotes, avant de partir, se font un plan de vol. Ils vont communiquer cette information-là aux contrôleurs aériens, aux centres de contrôle régionaux. Mais si tu n'as pas de plan de vol... Tu vas voir l'appareil, il va apparaître sur un radar primaire, par exemple, ou tu vas l'observer, d'autres pilotes vont l'observer, ou toi tu vas l'observer dans le ciel. Mais si tu n'as pas de plan de vol, puis l'appareil n'a pas de transpondeur, c'est bien difficile de savoir ce que c'est et où ça va. C'est comme là aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a encore des petits avions qui n'ont pas de transpondeur. Oui. Et les deux façons dont les pilotes en fait savent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ou bien communiquer un plan de vol, ou bien, il y a un autre procédé. S'il y a des pilotes qui nous écoutent, là, ils vont savoir de quoi je parle. Le procédé, c'est la personne de confiance. C'est-à-dire que tu décolles avec ton avion. T'as pas communiqué de plan de vol, là. Mais tu as simplement dit, par exemple, à ton épouse, OK, je décolle de l'aéroport de Québec et je m'en vais, par exemple, à Trois-Rivières. Et là, tu lui dis, bon, je pars à 19h et je vais arriver à Trois-Rivières, admettons, à 20h30.
Donc, cette personne-là, dite personne de confiance, ben, elle, si éventuellement, à 20h30 ou 21h, tu t'es pas posé à l'aéroport de ta destination, ben, elle va communiquer avec les autorités pour signaler l'incident, tu vois, et c'est comme ça qu'on va pouvoir suivre le vol. C'est, OK, le type est parti, il a donné l'information à une personne dite de confiance pour faire un vol de A à B, et ça s'est pas produit. Mais il n'y a pas de tracé radar à ce moment-là qui va apparaître nulle part. Donc, c'est assez... ça peut parfois être assez difficile de déterminer, surtout si on parle de petits appareils. Tu comprends, ça devient plus facile lorsque les gens sont des trafiquants, etc. Ben là, tu sais, les petits avions passent plus facilement sous le radar qu'un Boeing 737, par exemple. Mais j'avais trouvé ça spécial. Tu sais, le gars est dans l'armée. Lui, c'est l'armée canadienne, bien entendu. Il était avec d'autres alliés. Mais il y a un avion qui passe au-dessus. C'est un avion qui n'est pas identifié, mais on considère que c'est un allié. Donc, ce qui fait en sorte que les pilotes qui sont en haut, qui font partie de l'armée canadienne ou encore de l'armée américaine, s'ils croisent cet aéronef-là qui n'est pas tagué, ils peuvent percevoir peut-être autre chose que c'est un avion d'origine planétaire. Je sais pas comment tout ça fonctionne, mais je sais que par exemple les avions de chasse, les avions canadiens par exemple, si on prend les F-18 à Bagotville, ces appareils-là sont munis d'un transpondeur et ils ont un code numérique qui apparaît sur peu importe le F-18 s'il vole en l'air. Il faut se rappeler que voler en l'air n'est pas un secret d'État. Donc, la mission, pourquoi le F-18 est en l'air, les autorités militaires ne sont pas tenues de les communiquer à l'aviation civile, mais tu comprends que si un avion militaire entre dans un territoire de l'aviation civile, d'ailleurs, l'aviation militaire ont leur corridor désigné, mais si pour une raison X ou Y, ils doivent pénétrer un espace aérien civil, bien sûr, ils doivent informer les contrôleurs aériens. D'ailleurs, l'appareil va apparaître sur les radars. Ils ont un transpondeur. Et le transpondeur, lui, il envoie le signal, que ce soit un aéroport civil ou un aéroport militaire, le transpondeur envoie le signal pareil. Et donc, l'appareil va apparaître sur les écrans radars de l'aviation civile, avec un numéro d'identification qui indique bien que c'est un avion militaire. Selon ce code numérique ou alphanumérique, on peut déterminer si c'est un avion cargo ou est-ce que c'est un avion de chasse. Et là, s'il traverse un territoire de l'aviation civile, bien sûr, il doit le faire en communication avec les contrôleurs aériens, parce que il y a quand même d'autres avions en vol, puis on veut éviter des collisions. Tu sais, un F-18 qui frappe un Boeing 737 rempli de passagers, c'est pas nécessairement une bonne chose à faire. Donc, ça doit se faire, mais parce que quand on parle de l'aviation, les gens ont souvent l'impression que parce que c'est des militaires, ils peuvent faire n'importe quoi. Non, les militaires ils ont des corridors aériens désignés, ils peuvent les utiliser. Ils vont apparaître quand même sur les écrans radars des aéroports civils qui sont aux alentours, parce que ils ont des transpondeurs et ces transpondeurs-là envoient l'information partout. Mais s'ils doivent, par exemple, toutefois, s'ils doivent traverser un espace aérien civil, là, évidemment, ça doit se faire avec les autorisations nécessaires et la supervision nécessaire. Même si les militaires sont pas tenus de dire pourquoi ils ont à traverser. Si un F-18 passe au-dessus de Québec, les militaires sont pas tenus de dire aux autorités locales pourquoi ils ont jugé bon qu'un F-18 devait passer au-dessus de la ville de Québec. Mais il faut savoir qu'un avion de chasse qui passe au-dessus d'une ville, il y a également des règles à respecter. Non seulement il doit être guidé et suivi par les aéroports civils, mais il doit également respecter des règles de vitesse, des règles d'altitude, parce que tu comprendras que briser le mur du son à 500 mètres au-dessus du sol, c'est pas très très bon pour les c'est bon pour les vitriers, mais c'est pas bon pour les gens. Tu sais, donc on a toutes ces règles-là, c'est quand même c'est tout un univers, le domaine de l'aviation. Oui, monsieur. Ce soir, à Radio Expanse, on parle de la pyrokinésie. Oui, je ne vais pas trop en parler. On va en parler surtout dans la deuxième partie de l'émission. La pyrokinésie, c'est une des nombreuses facultés qui sont associées à la parapsychologie. On connaît la télépathie, la télékinésie, mais la pyrokinésie, c'est la possibilité, entre guillemets, ce serait la possibilité, la faculté que certains individus auraient de pouvoir déclencher, volontairement ou non, des feux à distance. Donc, probablement que beaucoup d'auditeurs ont lu
le roman de Stephen King, Firestarter, hein, en français c'était Charlie, je crois, et on a fait également une adaptation cinématographique de ce roman-là en 1984, qui mettait en vedette Drew Barrymore, qui est une petite fille qui avait donc ce pouvoir-là, par un simple regard, de pouvoir déclencher des incendies. Ça peut paraître fantastique, mais crois-le ou non, Yannick, il y a des récits assez bien documentés de phénomènes semblables qui se sont produits. Et même dans certains cas, tu vas être assez surpris de savoir que assez récemment, donc on parle dans les années 2010, il y a des incidents qui se sont produits notamment en Italie. Et on avait même fait appel à la NASA pour essayer de comprendre comment ces feux spontanés pouvaient apparaître. Est-ce que c'était quelqu'un dans un village qui déclenchait ces incendies? Là, c'est une histoire assez fascinante. On a même évoqué la possibilité que c'était des extraterrestres. Ça paraît tout à fait incroyable, mais on va entendre ça dans la deuxième partie de l'émission. Donc, on va parler de cette étrange faculté. Est-ce que oui ou non, Stephen King s'est inspiré d'une réalité, ou est-ce que c'est simplement l'œuvre de l'imagination, cette faculté de pouvoir déclencher des incendies dans le pouvoir de la volonté. 18h32, on fait une courte pause. Vous êtes à Québec, à Radio X-Files ou à Choix 98.1. Radio X, on vient. Radio X-Files. Radio X. La Saint-Valentin s'en vient, mon cher Christian. La Saint-Valentin? Pas la Saint-Valentin, l'Halloween. Parce que le virus t'a atteint, mon ami. Parce que moi, les petits bonbons, c'est la Saint-Valentin. Ah oui, je comprends. C'était pas vrai. L'Halloween s'en vient. Oui, absolument. Je vais faire un petit truc spécial pour l'Halloween, tu vas voir. D'ailleurs, je voulais simplement dire pour que notre truc de pyrokinésie ce soir, oui. J'ai décidé de le faire comme on avait fait avec l'enlèvement de Pascagoula. Tu te rappelles, il y a 2-3 semaines, oui. Cette histoire de ces 2 pêcheurs qui avaient été enlevés par des extraterrestres. Donc, j'ai préparé une petite capsule audio. Et donc dans lesquels je vais raconter une histoire de pyrokinésie. Puis évidemment, on va essayer d'y aller. Je n'essaierai pas toute la déboulonner là. On va essayer de regarder ça comme on l'avait fait avec nos deux pêcheurs de Pascagoula. Regarder les pour et les contre dans ce genre d'histoire-là. Puis ça sera ouvert à la discussion. T'sais. Donc ça sera après dans la deuxième partie de l'émission, donc la pyrokinésie. Et là, je voulais te parler de James Randi. Qui est James Randi? Tu connais pas James Randi? Ben, il est mort. Il est mort. Ouais, il est mort. James Randi, écoute, dans l'univers, c'est un individu qui est très controversé, même très controversé dans son propre milieu. Hein. C'était une espèce de bonze de l'association sceptique américaine. Bon, d'abord, on le connaît surtout. Il est connu du grand public en général sous le nom de The Amazing Randi. C'était un magicien qui a commencé sa carrière d'illusionniste, de magicien et de maître de l'évasion, un peu dans la foulée de Harry Houdini. Il a commencé donc sa carrière au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On était en 1946-47. D'ailleurs, un petit détail amusant, ce type est né à Toronto en 1928. De son vrai nom, il s'appelait Randall James Hamilton Zwing. Et son nom de Amazing Randi, il a fait carrière comme magicien sous le nom d'Amazing Randi. Ce que peu de gens savent, c'est que ce nom-là lui vient de la ville de Québec. Hein, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on est en 46-47, il commence sa carrière, c'est un jeune illusionniste, un jeune magicien, et là, il fait des tournées à travers le pays et il montre des trucs d'évasion. Hein. Comment il va s'évader d'une camisole de force, il va s'évader d'un bloc de glace. Et là, lorsqu'il est de passage à Québec, on est de mémoire, on est en 1947, il est à Québec, et là, il va s'évader de la vieille prison de Québec. Donc, on l'enferme dans une cellule et il s'évade. Et les journaux de Québec avaient titré « L'incroyable Randi ». Donc, The Amazing Randi. Et le nom est resté. Il a utilisé cette expression francophone, l'incroyable Randi, pour se faire un nom de scène et il est devenu The Amazing Randi. Donc, il a fait carrière longuement dans ce milieu-là, mais pour les gens de mon univers à moi, donc l'univers du paranormal, James Randi est surtout connu pour avoir été
l'un des bons, comme je l'ai mentionné, de l'univers des sceptiques. Hein. Donc, déjà dans les années 60 et 70, il dénonçait, son objectif était de dénoncer les fraudeurs, les manipulateurs qu'il voyait un peu partout dans le milieu du paranormal. D'ailleurs, il avait lancé une phrase à un moment donné, il dit « Mon combat, c'est de combattre l'immoralité de l'irrationnel ». Donc, tu vois un peu le genre de bonhomme. En 1976, il va fonder avec d'autres personnes aux États-Unis, dont d'autres figures de proue, dont notamment l'astronome Carl Sagan. Il va créer le Committee for Scientific Investigation for a Claim of the Paranormal, le CSICOP. C'est l'équivalent de l'Association des sceptiques du Québec. Là. Donc, c'est l'Association américaine des sceptiques. Association d'ailleurs qu'il va quitter quelques années après, parce qu'il s'est mis beaucoup de gens à dos. Hein. Quand je te dis qu'il est très controversé, il n'est pas seulement controversé dans le milieu du paranormal, parce qu'il s'attaque à gauche et à droite à tous les gens qu'il considère. En fait, il considère à peu près tous les gens de ce milieu-là comme étant des fraudeurs. Et ce qui est assez malheureux, parce que si c'est vrai que parfois il frappe sur la bonne cible, hein, bon, parce que c'est dans cet univers-là, les charlatans sont très nombreux, il a une tendance également à considérer que tous les scientifiques qui s'intéressent à la parapsychologie sont tous des imbéciles, et il a fait des charges contre des gens d'une manière tout à fait épouvantable. Et faut-il rappeler que James Randi n'a aucune formation scientifique. Alors, il s'est attaqué à des prix Nobel en disant « Vous êtes des imbéciles, vous êtes des idiots, vous croyez à la télépathie, vous croyez à ceci. » Et c'est assez étonnant de voir James Randi qui n'a aucune formation scientifique, qui ne connaît pas particulièrement, il n'est pas particulièrement familier au modèle scientifique. Et là, voilà qui se met à prendre de haut des prix Nobel de physique, comme par exemple Roger Penrose, qu'on a parlé la semaine dernière, qui avait reçu le prix de physique, le prix Nobel de physique, et qui s'est beaucoup aussi intéressé à l'inconscient et la conscience. La conscience peut-elle survivre après la mort? Et là, il avait développé une espèce de modèle. Il a développé un modèle, parce qu'il est toujours vivant, Roger Penrose. Il a développé un modèle où il dit que peut-être que la conscience pourrait exister par une espèce de lien quantique après la mort. Pour James Randi, tous ces gens-là étaient des escrocs, ou des imbéciles. Donc, il est décédé c'est mardi dernier, il avait 92 ans. Mais il est également connu pour une autre raison, James Randi. Et ça, tu en as sûrement déjà entendu parler. Donc, il va créer, au début des années 80, il va créer la James Randi Educational Foundation. Et à travers la fondation, il va lancer ce qu'on appelle le défi du $1 000 000. Ah, c'est lui, ça? C'est lui, ça. Donc, il dit comme ça, si des gens peuvent démontrer qu'ils ont un pouvoir paranormal, je vais leur donner $1 million. Donc, c'est le défi du $1 million. Et là, ici, il faut quand même le dire, hein, parce que les sceptiques purs et durs ont souvent tendance à rappeler que ce prix-là n'a jamais été remporté. Et ça devient une espèce de gage. Hein. Si c'était vrai, les gens auraient réclamé le prix du $1 million. Mais dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. D'ailleurs, même ce prix-là du $1 million, il a été même décrié par les milieux sceptiques. Hein, je pense par exemple à Raymond Hyman, qui est un des fondateurs de l'Association sceptique américaine, qui a déjà dit le prix de James Randi, c'est de la foutaise. Pour plusieurs raisons. Premièrement, en science, une expérience unique n'a pas de valeur. Fait que même si toi t'arrivais, là, puis t'avais été voir James Randi, puis t'aurais fait quelque chose, un truc quelconque, extraordinaire, t'aurais déplacé un objet à distance, le fait que tu l'aies fait une fois, puis que tu remportes le $1 million, ça veut pas dire que c'est valable. En science, c'est le fait de pouvoir reproduire l'expérience on and on and on, pour arriver à la conclusion que est-ce que ça fonctionne. Donc, c'est comme ça que c'est le modèle scientifique. Arriver puis dire, voilà, je vais le faire, puis ça fonctionne une fois, ça n'a pas de valeur. Et échouer une fois n'a pas de valeur non plus. Hein? Donc, tu dis, moi, je suis clairvoyant, tu te présentes, tu passes le test et tu l'échoues. On dit, voilà, Yannick Marceau est un escroc. Ça marche pas non plus. Le modèle scientifique ne fonctionne pas comme ça. Donc, le modèle que propose James Randi, même du côté des sceptiques, je ne parlerai pas des croyants, je parle même du côté des sceptiques, était décrié comme étant de la foutaise. Non seulement c'était de la foutaise, mais ensuite de ça, il y a d'autres problèmes à ça. James Randi contrôlait le prix, ce qui n'existe pas non plus en science. Imagine-toi, là, James Randi, c'est lui qui déterminait comment il montrait l'expérience, qui étaient les candidats qu'il acceptait, donc il pouvait recevoir plein de demandes, mais il choisissait, lui,
quels seraient les candidats qui seraient acceptés pour relever le défi. C'est lui qui déterminait si oui ou non l'expérience était concluante. Donc, James Randi dit, je vais donner $1 million, mais je serai à la fois l'avocat de la défense, je serai le procureur, je serai le jury et je serai le juge. Ça fonctionne pas, ça, en science. T'sais. Il faut qu'il y ait un comité qui soit impartial, un comité étranger, qui, lui, bien sûr, a le mandat de faire les vérifications nécessaires et déterminer, selon leurs critères à eux, en fonction d'un modèle scientifique, à savoir si c'est valable ou non. C'est un peu comme... c'est un peu ridicule. C'est quand le type, c'est lui qui décide de tout, là, tu dis, bon, là, on est un peu pour passer aux côtés de la plaque. Et bien sûr, tu comprendras que jamais personne a remporté le prix du $1 million, parce que James Randi a décidé que même ce qui semblait être bon, ben, c'était pas assez bon selon lui. Fait que finalement, il a jamais donné le prix. Alors, quand les sceptiques présentent cette histoire-là en disant, oui, mais jamais personne n'a réclamé le prix du $1 million, bon, c'est un peu du n'importe quoi. Il faut quand même dire que James Randi a fait des bons coups. Il n'a pas fait que des mauvais coups. Puis quand je dis des mauvais coups, il y avait vraiment des coups qui étaient là, très, très, très vicieux. Hein. Dans certains cas, par exemple, il a accusé des gens qui s'intéressaient à la parapsychologie que leur expérience était pas valable, qu'il avait essayé de les reproduire et que ça fonctionnait pas, pour finalement admettre qu'il ne savait même pas de quoi il parlait. Je me rappelle, par exemple, je te donne un exemple très, très précis. Il s'était attaqué à un moment donné à Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, c'est un scientifique britannique qui s'est beaucoup intéressé à la perception extrasensorielle chez les animaux. Il a écrit un ouvrage qui, de mémoire, s'intitulait « Ces chiens qui attendent leur maître ». Donc, il avait fait des tests, notamment avec les chiens, et pourquoi, par exemple, le chien, par exemple, quand il arrivait 16 heures, qui était l'heure à laquelle le propriétaire de l'animal rentrait à la maison, on pouvait voir sur des films de l'animal, quelques minutes avant l'arrivée du maître, s'exciter, aller devant la porte, faire des allers-retours, comme s'il percevait d'avance l'arrivée du maître. Et là, bien sûr, il y avait tout un protocole, parce qu'on aurait pu dire, oui, mais peut-être que l'animal réagit à la lumière, peut-être que l'animal a une espèce de conception du temps qui passe. Donc, on a changé toutes sortes de ces paramètres-là et l'animal continuait de, semble-t-il, percevoir l'arrivée du maître. Évidemment, ça se faisait pas à chaque coup, mais statistiquement, c'était significatif. Et je me rappelle, il y avait eu tout un débat dans le domaine de la parapsychologie parce que James Randi avait envoyé plein d'insultes à Rupert Sheldrake en disant « Ce que ton expérience, c'est de la chenoute, j'ai vérifié ça, ça marche pas, c'est n'importe quoi. » Et finalement, Sheldrake avait... généralement, les gens dans le milieu de la parapsychologie, quand ça venait de James Randi, on passait outre. Mais Sheldrake a quand même défié Randi. Il disait « OK, qu'est-ce qui fonctionne pas dans l'expérience? » Et là, Randi répondait pas. Il y a eu plusieurs allers-retours de courriel de cette manière-là. Et finalement, Randi a avoué par courriel qu'il n'avait pas vu les films tournés par Rupert Sheldrake, qu'il n'avait pas lu ses études, mais que selon lui, tout simplement, ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, tu dis, écoute, ça nous ébranle un peu. Ce type-là a fait une charge contre Sheldrake et il avoue ne pas s'être intéressé ni à l'étude, ni au film, à rien. Simplement, de son avis, ça n'avait pas de sens. Donc ça, c'est un des exemples qui montre à quel point, parfois, James Randi pouvait être vicieux. Mais il a fait des bons coups, et pour moi, le meilleur coup de James Randi concerne un type en 1986. Il y avait un téléévangéliste aux États-Unis qui s'appelait Peter Popoff. Et Peter Popoff, écoute, c'est assez incroyable. Il était bon, là. Tu sais, le genre évangéliste, là, en avant, puis God save you, puis écoute, il était dedans, là. Puis on s'imagine les gens dans la salle, là, tu sais, il était tous les bras dans les airs, puis ça priait, puis ça chantait. Puis Popoff était bon. Mais Popoff était directement plugué sur Dieu. Fait que ça allait bien. Fait que là, on le voyait sur scène, il se promenait à gauche, à droite, tout d'un coup, il disait, j'ai des effluves, hein, je sens, Dieu me parle. Et là, d'un coup, il pointait une dame à la 3e rangée, il dit, vous, madame, vous êtes atteinte d'une maladie, vous avez, par exemple, la sclérose en plaques. Puis là, la dame, un peu surprise, ouais, venez, puis là, elle approchait de la scène, puis là, il mettait les mains, puis faisait un numéro, puis là, vous êtes guéri, je chasse les démons, puis... Et là, c'était quand même assez impressionnant. Mais James Randi avait senti là-dedans qu'il y avait une fraude et il avait réussi, il avait contacté des gens qui travaillaient dans le domaine, par exemple, de la surveillance, des détectives privés, et ils ont réussi à trouver ils avaient installé des micros, ils ont
réussi à syntoniser une longueur d'onde qui était la longueur d'onde utilisée entre Popov et sa secrétaire. Donc, la secrétaire, elle, quand les gens voulaient assister à l'office, si je puis dire, ils donnaient leur nom. Puis là, ben, la secrétaire, elle prenait des informations. Elle disait, ah oui, vous êtes madame une telle. Puis, comment vous considérez votre état de santé? Parce qu'elle savait qu'on disait que Popov était pour faire des miracles. Fait que là, les gens donnaient des informations, tu sais. Et quand les gens arrivaient, ben là, évidemment, on regardait où ils s'assoyaient dans la salle. Et là, la secrétaire, elle donnait des informations avec un petit micro caché. Elle donnait des informations à Popov. Elle disait, la femme en rouge, 3e rangée, il s'agit de Monique. Et Monique souffre de sclérose en plaques. Et là, tu comprends, mon Popov, il disait, ah ben Monique. Et là, tout le monde était comme ébahi. Wow, Dieu doit lui parler. Randy avait réussi donc à syntoniser cette longueur d'onde et là, il enregistrait la conversation entre la secrétaire et Popov qui se transmettait comme ça l'information concernant les fidèles qui étaient supposément malades. Et ça, c'était incroyable parce que, bon, ça a démontré la fraude qui était très évidente et Randy avait présenté ça à la télévision, je crois que c'était à l'émission Le Tonight Show de Johnny Carson. Ça avait fait énormément scandale. Popov a dû se retirer pendant quelques années. Il s'est éclipsé de la scène. Il est de retour. Moi, je l'ai vu à quelques reprises là, ces dernières années à la télévision américaine. Donc, les années ont passé parce que c'est un événement qui date quand même de 1986. Les gens oublient. Donc, Popov est de retour. Mais néanmoins, ça, c'était un coup qui était tout à fait extraordinaire. Mais en revanche, il faut quand même être prudent parce que James Randi a fait des coups assez vicieux contre les gens du milieu de la parapsychologie. Donc, mon mot d'ordre est toujours un peu le même, hein, que l'on soit, que l'on regarde ou qu'on écoute ou qu'on lit des ouvrages qui sont écrits par des pros paranormaux, des pros ovnis ou par des ouvrages sceptiques, le mot d'ordre, c'est « soyez sceptiques ». Si on vous dit, bon, il y a des extraterrestres, soyez sceptiques. Puis si on vous dit qu'il n'y a pas d'extraterrestres, soyez sceptiques aussi. Donc ça, c'est le mot d'ordre. Toujours être sceptique. Peu importe la source d'information sur laquelle on se penche, toujours essayer de garder un esprit critique puis se dire que, bon, les sceptiques, comme les croyants aussi, commettent des erreurs d'interprétation. Et chacun, faut pas se le cacher, Yannick, chacun veut nous vendre leur salade. Oui. Les sceptiques veulent nous vendre leur salade, puis les croyants veulent nous vendre leur salade aussi. Donc, le mot d'ordre, c'est soyez sceptiques, restez prudents, ayez de l'esprit critique, que l'information vous vienne des milieux sceptiques ou que l'information vous vienne des milieux partisans. Il faut essayer d'exercer notre esprit critique par rapport à tout. Donc, ce James Randi, il est décédé mardi dernier à l'âge de 92 ans chez lui en Floride. Et bien sûr, il aura marqué pendant presque 40 ans tout cet univers du paranormal, à partir du moment où il crée avec d'autres individus, le Psy-Cop, la première société sceptique américaine jusqu'à sa mort. Il aurait été un ardent pourfendeur du paranormal et pas toujours de la meilleure façon. Il y avait un truc qu'il avait fait à un moment donné, tu sais, on parle un peu des malhonnêtetés ou une façon de détourner la chose. Dans les années 70, je te raconte ça entre toi et moi, une petite anecdote. Dans les années 70, on l'a appris beaucoup plus tardivement. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ça fait très très longtemps. Quand j'étais jeune, on racontait que les services secrets américains s'intéressaient au phénomène de la parapsychologie, puis qui faisaient, il y avait des espions, des gens qui étaient des sensitifs, hein, des médiums qu'on utilisait pour faire de l'espionnage. Ouais. Tout ça paraissait sorti d'un roman de science-fiction. Et puis plus tardivement, en 1995, le département de la Défense américaine a reconnu que pendant effectivement une vingtaine d'années, ils avaient utilisé des sensitifs, hein, communément appelés des médiums, pour faire justement de l'espionnage. Et l'une des facultés qui intéressait surtout les autorités militaires, puis c'était en fait un projet qui était conjoint entre les services de renseignement comme la NSA et la DIA et le département de la Défense. Donc c'était différentes fonctions, différents panels qui s'intéressaient à ça. Et une des facultés qui intéressait les services de renseignement et les militaires, c'était ce qu'on appelait le remote viewing, la vision à distance. Donc, on prenait des gens, on leur donnait par exemple une carte ou une photographie, puis il n'y avait aucune indication, par exemple, où c'était géographique, où c'était sur l'image, mais il n'y avait vraiment aucune indication très spécifique. Et là, on disait, par exemple, un bâtiment, puis on disait aux sensitifs, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ce bâtiment-là? Et dans certains cas, donc, les sensitifs ont dit, bon, ben là, je rentre dans le bâtiment. C'est un peu comme si tu projetais
comme s'ils projetaient leur esprit dans le lieu en question. Donc le sensitif disait, bon, ben je rentre dans le bâtiment, je vois des noms écrits sur des portes, je rentre dans une pièce, décrivait l'intérieur de la pièce. Et dans certains cas, ils ont eu énormément de succès. On en a déjà parlé à l'émission, et ce projet-là s'appelait le projet Stargate. Quand c'était en partie supervisé par l'université, le centre de recherche Stanford aux États-Unis, l'Institut Stanford. Et ce qui est assez amusant dans cette histoire-là, c'est que James Randi, quand il a vu que l'Institut Stanford essayait de recruter des sensitifs, James Randi a recruté 2 mentalistes, donc 2 magiciens, dont leur habilité ou leur spécialité à ces magiciens était justement de reproduire des phénomènes qui sont souvent associés à la parapsychologie. Donc le magicien qui semble être capable de lire dans ta pensée ou qui est capable de tordre une cuillère par le pouvoir de la pensée, c'est souvent un peu le genre. Et là, donc, il choisit 2 de ces magiciens, un type qui s'appelle Steve Shaw, qui fait carrière sous le nom de Banachek aux États-Unis, et un certain Mike Edward. Et il a réussi, il a créé une espèce de projet qu'il a appelé le projet Alpha. Il a réussi à introduire ces 2 magiciens, à les faire embaucher, si je peux dire entre guillemets, par les laboratoires de recherche en parapsychologie. Et ces gens-là, donc, ont été testés. Et là, au dire de Randi, ces magiciens-là ont performé devant les scientifiques et ils ont tellement bien réussi que là, les scientifiques étaient convaincus que ces gens-là avaient des pouvoirs paranormaux. Et ce n'est qu'une fois que ce statut de super médium leur a été reconnu, que là, nos 2 magiciens sont sortis de l'ombre en disant, finalement, on n'a pas de pouvoirs paranormaux, tout ça c'est un truc, on a dupé les scientifiques. Et Randi a beaucoup utilisé ça. Mais la réalité est tout autre. Nos 2 magiciens avaient effectivement réussi à passer le premier filtre de l'Institut Stanford. Ils avaient passé des premiers tests qui avaient été exécutés par des étudiants. Et ça, c'est très important de le dire. Donc, par des étudiants qui les avaient soumis à différents tests pour évaluer leur habileté psychique. Et ce sont les étudiants qui se sont laissés duper, qui ont dit « Ah oui, ces gens-là semblent vraiment très, très bons. Donc, on va les référer à la prochaine étape qui était la recherche en laboratoire. » Donc, nos 2 magiciens en question ont passé le premier filtre et Randi disait publiquement qu'il avait trompé les scientifiques. C'est pas vrai, il n'a pas trompé les scientifiques. Il a trompé les étudiants qui faisaient un premier tri parmi les gens qui prétendaient avoir des pouvoirs paranormaux. Je suis pas convaincu que Steve Shaw, dit Banachek ou Mike Edwards auraient réussi à tromper les scientifiques du laboratoire de l'Université Stanford s'ils étaient arrivés à la dernière étape avec tous les protocoles scientifiques en place. Donc, tu vois comment on a déformé cette histoire-là, qui est encore véhiculée dans les milieux sceptiques, hein. Moi, j'entends souvent les sceptiques dire « Ah oui, mais avec le projet Alpha, James Randi a démontré que les protocoles scientifiques tenaient pas la route et qu'on pouvait tromper n'importe quel scientifique. » C'est pas comme ça que ça s'est passé. Les 2 magiciens en question ont trompé un groupe d'étudiants. C'est tout ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, il faut remettre ça un peu dans le contexte. Donc, c'est un personnage, comme tu le vois, très controversé et pas toujours honnête à 100%, mais bon, dans ce milieu-là du paranormal, les gens très, très honnêtes, ils sont plutôt rares. Est-ce qu'on a fait un film sur lui, un documentaire? Oui, c'est ça. Donc, on a fait un documentaire qui s'appelait un honnête menteur. Donc, on écoute la bande-annonce de l'Amazing Randi, l'honnête menteur. If I thought that any of this would be used, I would abandon the film entirely. Gentlemen, I'm the Amazing Randy. The Amazing Randy. The Amazing Randy. Ta-da! A conjurer, prestidigitator, liar, cheat, and fake. The life of Harry Houdini reads very similar to the life of James Randi. If you're going to get your head cut off, you go to the best guy. Amazing Randy was the best guy. Randy, you've been going around the country trying to debunk those who say that it's psychic power. I can't think of that technical term. Oh, yeah, it's bullshit. What I do is bending or breaking objects. Uri Geller fooled the pants off them. It was astonishing. Bend. Look. Can you do the spoon bending trick? Does Dolly Parton sleep on her back? Do you know how many times Randy tried to ruin my career? You've been taking a lot of medication. Peter Popoff is a very dangerous man. In the name of Jesus! Popoff just seemed to be able to hear the voice of God and know all about people. John 3784. We wondered how he got the information. I dressed as a security guard. I appeared in disguise. You! Randy is trying to say
This is a big hoax. I'll take 2 8 right hands. That man that puts the fear of God into all those psychics. The Amazing Randy! The easiest way to be bigger than yourself is to lie. It was terrifying. A man who's devoted his whole life to uncover real deception has at the center of his life a deception. Only one of these people is sworn to tell the truth. What a situation. No matter how smart or well-educated you are, you can be deceived. An Honest Liar, disponible gratuitement. Je vous l'ai mis sur la page Facebook. Malheureusement, je ne l'ai pas en français. Il est en anglais, mais je l'ai mis sur la page Facebook Radio X-Files. Puis voilà. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans le petit extrait qu'on vient d'entendre, il y a eu un petit segment où on a justement entendu le révérend Popoff là, qui faisait God, God, God. C'est amusant aussi, on a entendu la voix d'Uri Geller. Ça, c'est intéressant. Uri Geller, écoute, je prends une minute pour te raconter ça. Uri Geller, il a beaucoup marqué le milieu de la parapsychologie dans les années 70. C'était un homme qui faisait du modeling. Hein, c'est un très beau bonhomme. Il est apparu sur des magazines, tout ça. Et il disait avoir des habiletés psychiques. Et l'une de ses habiletés psychiques était notamment de pouvoir tordre des cuillères, des fourchettes par le pouvoir de la pensée. Il avait un passé quand même de magicien. Et ça, c'est quand même un peu son talon d'Achille, c'est le caillou dans la chaussure. Et là, Geller faisait des démonstrations sur scène. Il invitait des gens à amener en salle. Il leur disait, amenez, si vous avez des horloges, des montres qui ne fonctionnent plus, amenez-les. Il les faisait des tours de passe-passe au-dessus de ça. Et parfois, bien sûr, la montre se remettait à fonctionner ou l'horloge se remettait à fonctionner. Uri Geller, il a été le némésis de Randy. Randy vouait une haine presque viscérale à Uri Geller. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on entend dans le petit extrait qu'on a fait entendre aux gens, on entend justement Geller qui dit « Savez-vous combien de fois James Randi a essayé de ruiner ma carrière? » Parce que c'est vrai, il était toujours sur le dos d'Uri Geller. Il faut être honnête. Hein? D'ailleurs, Geller a poursuivi James Randi et James Randi a perdu en diffamation et James Randi a perdu. Randi se vantait en disant « J'ai jamais payé un sou à ceux qui m'ont poursuivi. » Ça veut pas rien dire. C'est le fait que t'as pas payé toute chose, mais t'as quand même été condamné. On a quand même démontré qu'il y avait eu une malversation quelque part. Quoi qu'il en soit, dans le cas de Uri Geller, c'est vrai que le personnage, il est très controversé. C'est vrai que Uri Geller, qui vit maintenant en Angleterre, et qui a fait une énorme carrière, a fait fortune sur ses soi-disant habilités psychiques. C'est vrai que Uri Geller avait un passé de magicien. C'est vrai que certaines de ses démonstrations semblaient un peu tirées par les cheveux. L'une d'entre elles, par exemple, il s'était présenté à l'émission de Johnny Carson en fin de soirée, le Tonight Show, et sur les recommandations de James Randi, parce que Randi avait dit à Johnny Carson, il dit, lorsque Geller va arriver, il va probablement sortir de sa poche une cuillère et une fourchette, puis il va dire, je vais te tordre ça en utilisant ma pensée. Alors Randi avait dit à Johnny Carson, lorsqu'il viendra pour sortir ses ustensiles, dis-lui non, puis donne-lui des ustensiles qu'il n'aura pas touchés et qui proviennent du studio. Alors, c'est exactement ce qui s'est produit. Donc, au moment où l'émission est en cours, Geller arrive, il s'assoit dans le fauteuil de l'invité et Johnny Carson lui dit « Est-ce que tu peux nous faire une démonstration de tes habiletés psychiques? » Et comme l'avait annoncé James Randi, Geller se prépare à sortir sa fourchette. Et là, Johnny Carson lui dit « Non, pas besoin de sortir ta fourchette. On en a des fourchettes ici. Fait que prends les nôtres. Oh. » Et Geller a refusé de le faire. Tu comprends? Et là, bien sûr, ça a jeté un énorme discrédit sur Uri Geller, et avec raison. Geller a essayé de se justifier par la suite en disant « Quand j'ai vu qu'on ne me prenait pas au sérieux, qu'on remettait ma parole en doute, j'ai senti même à la rigueur qu'on me prenait pour un escroc, donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait le numéro. » Tout ça semble un peu tiré par les cheveux comme excuse, tu comprendras. Mais il y a quand même une chose que James Randi n'a pas dit. Uri Geller, dans les années 70, au-delà de ses spectacles, au-delà de ses présentations un peu olé, très spectaculaires, très divertissantes,
Il faut savoir que Uri Geller a quand même fait des tests, a été testé par des scientifiques des laboratoires de l'Institut Stanford, comme je t'ai mentionné, celle-là même qui avait sélectionné les voyants ou sensitifs pour le projet Stargate. Geller a accepté de se soumettre à ces tests-là. Il les a fait, ces tests-là, dans des conditions excessivement rigoureuses, devant des scientifiques. Et c'est amusant parce que James Randi évite de mentionner ça, ou quand il en parle, il dit « Ah, ça a été mal fait, les règles n'ont pas été suivies », mais il n'était pas là. Tu comprends-tu? Donc, c'est facile, là, tu connais l'expression quand tu veux noyer ton chien, hein, tu dis qu'il a la rage. C'est exactement ce que Randi faisait. Donc, il prêtait de mauvaises intentions aux chercheurs de l'Institut Stanford, les a accusés de ne pas avoir suivi des protocoles rigoureux, mais en réalité, il n'en sait absolument rien. Ce que l'on doit retenir, c'est que Geller a quand même s'il a été un faussaire, il a été un excellent faussaire parce qu'il a réussi à tromper les scientifiques de l'Institut Stanford. Mais il a quand même accepté de se soumettre à ces tests-là et jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais démontré qu'il avait falsifié ses démonstrations à l'Institut Stanford. Donc, on reste très mitigé par rapport au Uri Geller. Moi, si tu m'en parles, j'aurais tendance davantage à le classer dans la catégorie des escrocs. Mais néanmoins, je dois quand même reconnaître qu'il a accepté de se soumettre à toute une batterie de tests menés par les chercheurs de l'Institut Stanford qui ont mené ces exercices-là avec un protocole assez rigoureux et Geller a réussi les tests haut la main. Si on parle bien sûr sur des données statistiques, il n'a pas réussi à tous les coups, mais sur le plan statistique, Geller a bel et bien démontré qu'il avait apparemment des habiletés psychiques extraordinaires. Donc, mais James Randi vouait un tel discrédit, accordait un tel discrédit à Uri Geller que c'était un peu étourdissant de voir ça et continuellement, il était sur le dos d'Uri Geller. Mais bon, c'était les deux némésis, Uri Geller et James Randi. Mais bon, on ne pouvait pas faire l'émission de ce soir, comme il est décédé mardi, on ne pouvait pas faire l'émission de ce soir sans quand même mentionner le décès de James Randi, qui a marqué tout un pan de la recherche en parapsychologie, pas nécessairement de la bonne façon, mais néanmoins, il a été un personnage important dans cette histoire-là. En vous rappelant que j'ai mis le documentaire de James Randi, An Honest Liar, sur la page Facebook de Radio X-Files. On fait une courte pause et on vient. Radio X-Files. Radio X. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. En vous rappelant que mercredi, dans toutes les bonnes librairies, le livre de Christian Page, son nouveau livre, son nouveau bébé, oui, bien sûr, OVNI au Québec, sera disponible. Ben... Écoute, voilà. Yannick, on vient de parler de la parapsychologie, on a parlé d'Uri Geller et son fameux pouvoir de tordre son pseudo peut-être vrai, non, peut-être pouvoir de tordre des fourchettes et des cuillères, de raviver des montres arrêtées, des horloges, etc. Et on a parlé de ces pouvoirs psychiques qui avaient beaucoup intéressé Rupert Sheldrake sur la perception des animaux. Donc, on reste un peu dans ce même univers de la parapsychologie, des habiletés surnaturelles du cerveau. Et l'une d'entre elles qui fait beaucoup jaser, c'est la pyrokinésie. Ça fait l'objet d'un roman de Stephen King, Firestarter. Est-ce qu'il y a réellement des gens qui ont le pouvoir de déclencher des incendies par leur unique volonté? Alors, je nous ai pris par... Je pense que nos blondes sont capables de le faire. Oui, ça c'est sûr. Sont plutôt... Bon, OK. Donc... Je nous ai préparé une petite capsule qui dure à peu près une quinzaine de minutes où je vais vous raconter une histoire de personnes qui peut-être avaient ce pouvoir, cette habilité à pouvoir déclencher des feux à distance. Et puis après le retour, écoute, j'ai fait même un petit clin d'œil à notre introduction dans cette petite capsule. Fait qu'écoute, on écoute ça, on se retrouve dans une quinzaine de minutes. Et je vais te parler de cette histoire-là, mais de d'autres histoires aussi fascinantes qui concernent ces espèces de feux mystérieux déclenchés ou non par le pouvoir de la volonté. Donc, la pyrokinésie ce soir. Dans la petite maison de Concession Road, la famille Dawson se prépare à se mettre à table. Jenny, la fille adoptive des Dawson, s'affaire à mettre les couverts. Depuis quelques semaines, sa santé est chancelante. Elle a souvent des nausées et des poussées de fièvre. Mais aujourd'hui est un bon jour. Jenny se sent bien. Certes, elle a eu quelques étourdissements en après-midi,
mais rien de très inquiétant. Soudain, comme elle s'apprête à prendre un siège, tout son corps se raidit. Elle a l'impression que de la lave coule dans ses veines. Elle pose la main contre la table pour ne pas perdre l'équilibre. Ses yeux se brouillent. Elle transpire de tout son être. Et soudain, elle prend feu. Les flammes naissent à la base de sa robe et l'enveloppent comme un cocon incandescent. Elle se jette par terre et roule sur elle-même pour éteindre les flammes. Sa mère, Anna, se précipite et avec l'énergie du désespoir, joint ses mains à celles de Jenny pour déchirer l'étoffe. Libérée de son manteau de flammes, l'adolescente s'en tire avec quelques brûlures superficielles. Aussitôt, Madame Dawson entreprend de réciter un Notre Père. Jadis, Jimmy Bramwell aurait sans doute été exécutée comme sorcière. Aujourd'hui, les médecins la contrôleraient à coups de Prozac. Mais en cet automne de 1891, seule la miséricorde divine peut encore aider les Dawson à vaincre l'étrange malédiction qui s'abat sur leur fille. La petite communauté de Torah se trouve près du lac Simcoe, au nord-est de Sutton, en Ontario. À l'automne de 1891, Jenny Bramwell, 14 ans, la fille adoptive de Robert et Anna Dawson, un couple de fermiers respectés, est terrassée par une fièvre persistante. Pendant de longues semaines, l'adolescente délire et on craint pour sa vie. Puis, un avant-midi, la jeune femme sort de sa léthargie. La fièvre a complètement disparu et l'adolescente paraît tout à fait guérie. Soudain, elle se dresse sur sa couche et de l'index, elle pointe le plafond. « Regardez !» Comme monsieur et madame Dawson lèvent le regard, ils voient une zone du plafond se noircir et prendre feu, comme ça, sous leurs yeux médusés. Les flammes sont vite maîtrisées, mais les Dawson n'en sont qu'au début de leur cauchemar. Le lendemain, alors que Jenny se tient dans la cuisine, c'est la première fois qu'elle se lève depuis des jours, tous les meubles autour d'elle commencent à fumer et certains s'enflamment. Là encore, l'incendie est maîtrisé, mais pour les Dawson, il ne fait maintenant plus aucun doute. C'est Jenny la cause de ces diableries. Au cours des semaines suivantes, des dizaines de feux éclatent à la ferme des Dawson. Et chaque fois, Jenny se trouve à proximité sans pour autant être toujours présente dans la pièce où les incendies se déclarent. À une occasion, alors qu'un groupe d'hommes s'efforce d'éteindre un feu apparu spontanément dans la partie est de la ferme, les femmes, réfugiées à l'autre extrémité de la maison, voient un cadre s'enflammer et se consumer sous leurs yeux. À un autre moment, c'est la robe de Jenny qui s'enflamme comme une torche. L'adolescente réussit à se débarrasser de ses vêtements avant d'être brûlée vive. Pour les témoins, tout s'articule comme si Jenny avait le pouvoir involontaire de provoquer des incendies à distance. Est-ce possible? Au fil des jours, les Dawson notent que ces feux ont des comportements bizarres. Si par exemple une pièce de vêtement prend feu, ce dernier s'éteint rapidement si la pièce de vêtement est amenée à l'extérieur de la maison. Les Dawson ont l'impression que le feu a besoin de l'énergie de la maison pour consumer. À une occasion, le chat des Dawson, qui dort dans une chambre du 2e étage, s'enflamme spontanément alors que Jenny se trouve au premier avec le reste de la famille. L'animal se rue dans l'escalier, le dévale à toute vitesse, passe devant les témoins surpris et sort de la maison. Aussitôt au grand air, les flammes s'éteignent d'un seul coup. Lorsque les Dawson arrivent enfin à se saisir du félin effrayé, celui-ci n'a que des brûlures superficielles sur le dos. Sa fourrure a davantage été roussie que brûlée. Le même jour, 2 autres incendies éclatent dans la maison, sans raison apparente. Le phénomène est si récurrent
que les Dawson vivent de plus en plus dans la crainte de voir leur logis disparaître en fumée. Un jour, particulièrement actif, ils dénombrent jusqu'à 50 débuts d'incendie. Les incidents de la ferme des Dawson, sise entre les villages de Cannington et de Beaverton, deviennent bientôt l'objet des plus folles spéculations. Certains parlent de revenants et d'esprits maléfiques. D'autres, plus sceptiques, croient au contraire que ces incendies sont l'œuvre d'une main criminelle, Jenny Bramwell. C'est du moins l'hypothèse que favorise ouvertement un journal local, le Cannington Gleaner. Pour en faire la démonstration, l'éditeur William Alexander Robinson demande à un chimiste, Smith Thompson, de l'accompagner à la ferme. Durant leur brève visite, les deux hommes sont témoins de plusieurs débuts d'incendie. Certains surviennent dans des pièces éloignées de la maison, alors que Jenny est devant eux. Le lendemain, le Gleaner fait son mea culpa. Le mystère reste entier. Un autre journal ontarien, le Globe, est lui aussi sceptique. Nous sommes d'avis que ces feux pourraient avoir une origine chimique. Jenny Bramwell pourrait avoir certaines connaissances en la matière et s'être procuré du phosphore, un élément qui s'enflamme facilement. Mais ces accusations tournent court. Primo, contrairement aux allégations du Globe, l'adolescente n'a aucune connaissance en chimie et, qui plus est, aucun commerçant des environs n'a jamais vendu de phosphore à la jeune femme ni aux Dawson. En novembre 1891, désespérés, les Dawson se séparent de Jenny. L'adolescente est retournée à l'orphelinat Fairknown de Brockville, en Ontario. Avec son départ, les Dawson retrouvent la quiétude. Quant à l'adolescente, elle disparaît dans l'anonymat le plus complet. Elle ne fera plus jamais parler d'elle. Des auteurs qui se sont intéressés à Jenny Bramwell ont écrit que si cette affaire s'était produite au Moyen Âge, l'adolescente aurait sans doute été condamnée comme sorcière. Hélas, le Moyen Âge, c'était encore hier. En mai 1982, Carol Compton, une étudiante écossaise de 20 ans, tombe follement amoureuse d'un jeune Italien de son âge. N'écoutant que son cœur, elle quitte les grises contrées de l'Écosse pour le soleil de la Méditerranée. Pendant que son copain fait son service militaire, Carole se fait embaucher comme femme de chambre chez les Rizzi, une riche famille des environs de Rome. Puis, comme ses amours battent de l'aile, d'étranges événements commencent à se produire autour d'elle. Des tableaux se décrochent des murs et tombent sur son passage, et des meubles bougent tout seuls en sa présence. Pendant un séjour à la montagne avec la famille Rizzi, dans les Alpes italiennes, un incendie ravage le chalet occupé par la jeune femme. L'enquête n'arrivera pas à établir de manière formelle la cause de l'incendie. Mais au su des bizarreries récentes, la famille Rizzi, très superstitieuse, décide de se séparer de sa domestique. Quelques semaines plus tard, Carole est embauchée par une autre famille romaine, les Tonti. Elle cumule les fonctions de femme de chambre, domestique et nurse. Dès les premiers jours, les curieuses réactions que provoque la jeune femme laissent ses employeurs perplexes. Mais bon, tant et aussi longtemps que ces phénomènes restent bénins, pourquoi s'en faire? Vers la fin du mois de juillet, la famille Tonti décide de rendre visite aux grands-parents sur l'île d'Elbe. La grand-mère prend immédiatement Carole en grippe. Elle n'aime pas beaucoup la voir rôder autour de sa petite fille. Un matin, un matelas de la maison s'enflamme sans cause apparente. Heureusement, l'incendie est maîtrisé sans autre dommage. Vient ensuite la ronde des meubles qui bougent tout seuls et des cadres qui se décrochent au passage de Carole. La grand-mère, très superstitieuse, surnomme Carole la sorcière. Elle l'accuse d'être l'apôtre du diable. Le jour suivant, c'est le lit de la petite Agnès, dont Carole Compton a la charge, qui s'enflamme spontanément. Cette fois, c'en est trop. La grand-mère persuade les parents d'appeler la police.
La nurse est arrêtée sur le champ. Elle est formellement accusée de tentative de meurtre et d'avoir provoqué des incendies par des moyens surnaturels. Menottée, la jeune femme est ramenée sur le continent et incarcérée à la prison de Livorno. Dans le système judiciaire italien, un suspect peut être incarcéré de longues années sans même être inculpé. Pour Carole Compton, cette détention arbitraire va durer 16 mois. Même si les magistrats italiens sont réticents à parler de sorcellerie, les accusations évoquent ouvertement le surnaturel. Il y est même question de pyrokinésie, cette extraordinaire faculté de déclencher des incendies, volontairement ou non, par l'unique pouvoir de la pensée. En décembre 1983, sous les huées de la foule qui répète « Straga, Straga », sorcière, Carole Compton est conduite au tribunal. Durant les débats, elle est enfermée dans une cage de fer. La jeune femme clame son innocence. Elle n'avait aucun motif pour provoquer ces incendies. Qui plus est, l'accusation n'a aucune preuve directe la liant à ces méfaits. Les scientifiques viennent présenter leur expertise. Leurs rapports sont accablants pour la jeune Écossaise. Les légistes avouent n'avoir trouvé aucune cause naturelle pour expliquer ces incendies. Aucun combustible n'a été utilisé. L'un de ces experts, le professeur Vitolo, ajoute même que ces incendies ont été déclenchés par une énergie calorifique très intense. À l'issue du procès, Carole Compton est déclarée non coupable pour l'accusation de tentative de meurtre. Elle est toutefois reconnue coupable des crimes d'incendiaire. Que ces crimes aient été commis volontairement ou non n'a ici aucune importance. La jeune femme est condamnée à 2 ans et demi de prison, mais en raison du temps d'incarcération déjà purgé, elle est relaxée. Elle quitte l'Italie le lendemain. Elle vit aujourd'hui dans le West Yorkshire, en Angleterre, avec son mari et ses enfants. Les étranges phénomènes qui l'ont propulsée sur la sellette ne se sont jamais reproduits. L'énigme Carole Compton garde tout son mystère. La pyrokinésie, mythe ou réalité? Pour Jenny Bramwell et Carole Compton, cette habileté à déclencher des incendies par l'unique pouvoir de la volonté les a placés au centre d'une actualité brûlante. Incroyable histoire. Incroyable histoire, mon cher Christian. Et cette dame est toujours vivante. Oui, Carole Compton est toujours vivante. Écoute, il y a quelques années, j'avais fait dans la série Dossier mystère, j'avais eu l'occasion de rencontrer les gens qui avaient été impliqués dans cette histoire-là. Et ça reste... Carole Compton, pour elle, comment je pourrais dire, elle s'est dissociée de cette histoire-là. Pour elle, il n'y a jamais rien eu de surnaturel. Pour elle, c'est le hasard. Donc, si ces feux-là se déclenchaient, c'était essentiellement parce que c'était le hasard. Mais c'est vrai que le hasard a joué contre elle, parce que le nombre de fois où des incendies se sont déclenchés aux endroits où elle travaillait et que des objets également se déplaçaient sur son passage, qui ont été rapportés durant le procès, là. C'est quand même tout à fait surprenant. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Superstition, dans lequel elle raconte toute cette saga incroyable. Et il faut quand même se rappeler, écoute Yannick, ça se passe dans les années 1980. C'était pas si loin que ça. Là. On n'est pas au Moyen-Âge, c'est pas la Renaissance. Et ces événements-là n'ont jamais été tout à fait expliqués. Il faut que je te dise que durant le temps où Carole Compton était incarcérée à la prison de Livorno, il y a un parapsychologue célèbre à travers le monde qui était Hans Bender, qui est un peu le père de la parapsychologie moderne. Parmi les gens qui ont beaucoup marqué le milieu académique de la parapsychologie, Hans Bender avait réussi, il était à l'université de Freiburg en Allemagne, il avait réussi à convaincre, si je puis dire, l'administration de développer un département de recherche en parapsychologie.
parapsychologie. Et à partir de ce moment-là, d'autres universités en Europe ont également ouvert des départements de recherche sur les phénomènes de parapsychologie. Et là, on était dans les années 60. C'était assez innovateur. Et Hans Bander est devenu un peu le père de la parapsychologie moderne. Et lorsque ces événements ont lieu, impliquant Carol Compton, Bander s'est rendu en Allemagne et il a rencontré Carol Compton dans sa cellule. Il a longuement discuté avec elle. Et pour Bander, il n'y avait aucun doute que Carol Compton était la responsable, involontairement bien sûr, mais qu'elle était la responsable de ces phénomènes tout à fait surnaturels. Et Bander disait, on retrouve chez Carol Compton, on a fait dans le passé, toi et moi, Yannick, quelques émissions où on a parlé des poltergeists. Et rappelle-toi, on disait souvent ce qui est des événements qui sont associés au poltergeist, c'est que l'agent du poltergeist, donc la personne qui semble être au centre de ces manifestations, c'est souvent un adolescent, une adolescente ou un jeune adulte ou une jeune adulte qui a des problèmes émotifs ou des problèmes de comportement. Or, ici, on est exactement dans cette dynamique-là. On a Carol Compton, c'est une jeune femme, début de la vingtaine. Elle a vécu un drame amoureux. Elle est dans un pays loin de chez elle, avec une langue qui lui est peu familière. Hein. Elle est anglaise et elle se retrouve en Italie. Et dans la situation, elle est prise, et on regarde dans la dernière étape là, des derniers événements, elle est prise en grippe par la grand-mère, elle se trouve isolée, et là voilà que ces manifestations vont s'accentuer autour d'elle. Donc on est ici dans une dynamique propre du poltergeist, et pour Hans Bander, il n'y avait aucun doute que Carol Compton était au centre de ces manifestations, que ces incendies aient été déclenchés de manière volontaire ou non. Et là bien sûr on peut se poser la question, est-ce que c'est simplement une coïncidence? Est-ce que c'est un simple, quand je dis entendons-nous, entre guillemets, est-ce que c'est un phénomène de poltergeist, ou est-ce que c'est une faculté, une habilité psychique de déclencher ça, ou est-ce que c'est une fraude? Hein? On a évoqué le cas de Jimmy Bramwell, qui est peut-être l'un des cas les plus célèbres de cette dynamique-là, qui s'est produit au Canada, en Ontario. Et dans le cas de Jimmy Bramwell, bien sûr, les journalistes avaient supposé la possibilité qu'elle puisse utiliser des éléments chimiques pour déclencher des incendies, donc attirer l'attention. Certains diront oui, mais si à un moment donné sa robe a pris en feu, c'est un peu mal placé. Là. Tu dis, bon, faire un truc, mais me faire flamber. Tu sais. Mais on pourrait penser, par exemple, qu'elle a peut-être essayé de mettre le feu à la table de la cuisine et elle a manqué son coup. C'est sa robe qui s'est enflammée. Donc, accidentellement, elle met le feu à ses vêtements et bien sûr, ça va accréditer le phénomène, disons, surnaturel, parce qu'on se dit, bien sûr, elle n'aurait pas mis le feu volontairement à ses vêtements. Tout ça reste très mystérieux et ça continue d'être un sujet de conversation et de débat. On n'a pas tranché. Hein? Il faut quand même se dire, Yannick, que les habilités parapsychologiques de ce type-là, donc la télékinésie, le déplacement d'objets par le pouvoir de la pensée, la pyrokinésie, le pouvoir de mettre le feu à des objets, ces facultés-là, si elles existent, entre guillemets, dans la nature, elles n'ont jamais pu être reproduites en laboratoire de manière convaincante. Donc, il faut toujours se... Puis là, bien sûr, on est toujours un peu entre qu'est-ce que les sceptiques vont dire et qu'est-ce que les croyants vont dire. Donc, du côté des sceptiques, on comprend que l'école sceptique dit, si ces phénomènes-là existent, pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas capables de le reproduire en laboratoire? Si on place... ou si on avait placé Carol Compton dans un laboratoire, aurait-elle été en mesure de déclencher des incendies autour d'elle? Est-ce que Jimmy Bramwell aurait pu faire ça? Une chose est certaine, jamais personne n'a réussi à faire ça en laboratoire. Jamais personne non plus n'a prétendu pouvoir faire ça. Malheureusement, le fait qu'on n'ait pas de preuves de démonstration en laboratoire, ça ne veut pas nécessairement dire que le phénomène n'existe pas. Alors là, on tombe dans l'autre catégorie, la catégorie des gens qui sont plutôt pour l'existence de ces phénomènes paranormaux, qui eux vont dire que ces phénomènes se produisent dans l'environnement un peu comme la foudre, hein? C'est-à-dire que c'est difficile de reproduire les conditions exactement psychologiques, environnementales, sociétales, dans laquelle ces individus-là se trouvent au moment où le phénomène va se produire. Carol Compton, si c'est elle qui était directement liée à l'apparition de ces phénomènes d'incendie,
ben, quel était l'état psychologique de Carol Compton, quel était son environnement. Et ça, c'est tous ces éléments-là ont pu contribuer, si on suit l'école parapsychologique, on peut contribuer à l'apparition du phénomène. Or, ces mêmes éléments-là seraient très difficiles à reproduire dans un laboratoire. Donc, on est placé entre les deux, mais il faut savoir qu'il existe toute une littérature autour de ces phénomènes mystérieux de feu, d'incendie, qu'on n'arrive pas à expliquer. Ouais. Donc, quand j'étais jeune, Christian, nous, on n'avait pas de parc au centre-ville de Québec, donc j'allais faire un tour souvent à la bibliothèque Gabriel-Leroy quand il faisait pas beau. Et j'avais ouvert un livre où on parlait du phénomène de combustion spontanée. Et je vais te dire que ça m'avait fait vraiment peur. Oui, mais la combustion spontanée, on avait fait une émission, toi et moi, là-dessus, Yannick. C'est un phénomène qui est différent. C'est-à-dire que dans le cas de la combustion spontanée, ce sont, si on regarde le tableau qu'en dresse la littérature sur les phénomènes paranormaux, c'est une espèce de feu qui se déclarait et qui réduirait en cendres des individus. Ici, c'est pas ça qui se produit. C'est des feux qui apparaissent dans des lieux, donc des objets qui s'enflamment spontanément, pas forcément. Dans le cas de Jimmy Bramwell, c'est assez unique que sa robe ait pris en feu, mais c'est quand même pas elle, c'est pas physiquement son corps qui a pris feu, c'est des vêtements qui étaient autour d'elle. Des incidents comme ceux-là, il y en a un d'ailleurs qui a été enquêté par la GRC et pour laquelle ils n'ont pas trouvé d'explication. Et là, je te ramène, on est en 1954. On se trouve à Flat Rock, ça se trouve à Terre-Neuve. Et voilà, il y a une maison, la maison d'un certain Mike Parsons, qui se met à être le théâtre d'incendies comme ça qui apparaissent à gauche et à droite. Et là, c'est assez surprenant parce qu'on se trouve à l'automne de 1954 et ces événements-là vont se produire sur une assez courte période de temps. Donc, à peu près sur une période de 3 semaines avec des intervalles de 2 ou 3 jours. On a toutes sortes d'incendies qui apparaissent. Donc, d'abord, à un moment donné, et ça devant témoins. Donc, on a des gens qui sont dans la maisonnée, et puis voilà qu'à un moment donné, un dictionnaire prend feu. Ensuite, c'est une poche de sucre qui se trouve dans la cuisine qui s'enflamme spontanément. Il y a une boîte qui contenait des livres religieux qui s'est également enflammée, une étagère. Alors, tu comprends, devant la multiplication de ces événements, Mike Parsons, on le comprend, va commencer à suspecter qu'il y a peut-être un pyromane aux alentours qui ne sait pas où et comment il pourrait mettre le feu, mais il sait plus vers qui se tourner. Alors il va contacter les autorités et c'est un magistrat de la place qui va charger la GRC d'enquêter sur ces événements-là. Donc l'enquête est menée pendant cette période-là. Les policiers seront eux-mêmes témoins de certains de ces incendies qui vont apparaître spontanément devant eux alors qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce et ils n'arriveront pas à trouver une explication. Ils vont remettre leur conclusion au juge en disant, bon ben voilà, on était témoins de ces événements-là, on n'a pas trouvé de pyromane, on n'a pas trouvé de suspect, ces événements semblent effectivement spontanés, mais on ignore quel est le mécanisme qui déclenche les incendies. Et curieusement, après cette période de 3 semaines, 1 mois à peu près, les phénomènes vont s'arrêter d'eux-mêmes et il n'y aura pas d'autres incendies qui vont se produire dans la maison de M. Parsons. C'est quand même assez surprenant. Mais probablement l'incident dont on a le plus discuté autour de ces histoires de feux mystérieux, ça s'est produit en Sicile sur 2 périodes de temps. Et ça, c'est assez surprenant. D'abord, on est en 2004. En fait, fin 2003, on est en décembre 2003, mais ça va se poursuivre jusqu'en mars 2004. On est dans un petit village qui s'appelle Caneto di Caronia. Et il y a ce petit village, il y a à peu près 150 habitants. Et là, voilà que des feux spontanés vont commencer à se produire dans le petit village. D'abord, les feux se produisent dans la maison des Pazzino. Et donc là, il y a comme et c'est assez étonnant parce qu'au début, ce sont des appareils électroménagers qui s'enflamment. Donc, on a des téléviseurs qui explosent, on a des airs conditionnés qui prennent feu, des réfrigérateurs qui prennent feu. Et donc, c'est ce qui se passe dans la maison des Pezzino. Et là, ces phénomènes-là vont se produire également dans des maisons avoisinantes. Et là, il y a même des maisons qui vont flamber. Et devant ces événements-là, bien sûr, on va contacter les autorités. Et là, il y a une espèce de branle-bas qui se produit. Tout le monde craint de voir leur maison s'envoler en fumée. Et là, on n'arrive pas à cibler. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un est-ce qu'on a un pyromane dans la place qui met le feu? Est-ce que c'est des gens qui ont une habilité
de manière involontaire à déclencher des incendies? Est-ce que ce sont des phénomènes un peu, entre guillemets, de fantômes qui fait que des incendies se déclenchent? Donc, on ne sait pas trop quoi en faire. Et là, finalement, on contacte la compagnie d'électricité. Écoute, c'est un vrai roman, là. Il y a les habitants qui vivent sur la Via Mare, là où se produisent les incendies. On a 39 habitants. Écoute, un village de 150 personnes, puis il y a 39 habitants qui habitent sur la même rue. On va les déplacer. Donc, on les envoie à l'hôtel. Il y a quelque chose de mystérieux qui se passe via Mare. Et là, on contacte la compagnie d'électricité, parce que là, on accuse, bien sûr, la compagnie d'électricité de surcharger les lignes de courant. Et c'est ces variations dans le courant électrique qui déclencheraient les incendies des téléviseurs, réfrigérateurs et autres. Mais il y a quand même des gens qui disent, oui, mais il y a dans d'autres lieux, ce sont des vêtements qui ont pris feu. Il y a même une voiture qui a pris feu. La voiture n'est pas liée au système électrique. Néanmoins, la compagnie d'électricité va couper le courant dans le village. Et là, pendant que les gens sont à l'extérieur, l'affaire va remonter assez loin. Les autorités décident de se mêler de ça. On va demander à l'armée de se rendre sur place. Et l'armée va faire appel à des spécialistes, à des scientifiques, dont certains viennent du National Research Institute aux États-Unis, qui est en lien avec la NASA. Et on essaie de comprendre quels sont les mécanismes qui déclenchent ou qui ont déclenché ces incendies spontanés. Et puis, en juin 2004, tous ces phénomènes s'arrêtent et les autorités n'arrivent pas à trouver un coupable, n'arrivent pas à trouver la source de ces incendies. Donc, après un certain temps, les autorités autorisent les gens qui avaient été déplacés à regagner leur domicile. Mais les phénomènes ne se reproduisent pas. Donc, on a à peu près, grosso modo, durant cette courte période, donc fin décembre 2003 jusqu'à l'été 2004, crois-le ou non, on a à peu près 300 incendies qui se sont déclenchés dans ce petit village de 150 habitants sans qu'on trouve d'explication. Je dis sans qu'on trouve d'explication, il faut quand même savoir que le rapport des autorités est demeuré confidentiel. Donc, on ne sait pas ce qu'ils ont exactement trouvé. Ils ont arrêté personne. Ils n'ont pas ciblé directement un pyromane à ce moment-là. En 2007, il y a une fuite qui se produit et une partie du rapport des autorités va se retrouver dans les médias. Et c'est assez étonnant, un paragraphe mentionne que durant le temps où les autorités étaient sur place, ils ont enregistré des variations dans le champ électromagnétique de 12 à 15 gigawatts. C'est énorme. On mentionne même que des rotors d'hélicoptères auraient été affectés par ces variations. Donc, les hélicoptères de la police ou de l'armée auraient été affectés par ces variations. Et le rapport conclut que les sources de ces variations électromagnétiques étaient d'origine non humaine. Alors, écoute, tu comprends qu'en mentionnant non humaine, c'est la porte ouverte à toutes les spéculations. Alors, est-ce qu'on voulait évoquer qu'il s'agissait de phénomènes naturels liés à l'environnement? Est-ce qu'il pouvait s'agir, et là, bien sûr, déjà, est-ce qu'il pourrait s'agir d'extraterrestres ou de phénomènes surnaturels? Bref, l'histoire semble s'arrêter à ce moment-là. Il n'y a pas d'autres feux qui ont été rapportés. Donc, on est cette période assez d'effervescence entre la fin 2003 jusqu'à l'été 2004. Et puis, plus rien. Cette fuite en 2007 qui relance un peu l'intérêt pour ces incendies mystérieux. Et puis, voilà qu'en 2014, des nouveaux feux éclatent. Donc, on est toujours à peu près au même endroit, toujours le même village. Et là, les feux commencent à se multiplier. Donc, encore là, on spécule qu'est-ce qui déclenche ces événements-là. On pointe encore du doigt la compagnie d'électricité. Et puis là, à un moment donné, les autorités vont procéder à une arrestation. Et ça, c'est assez étonnant parce que on va arrêter le fils Giuseppe Pezzino. Donc, là où les feux ont commencé en 2004, donc la résidence originale où les premiers feux se sont produits en 2004, on arrête donc le fils. À ce moment-là, il est âgé de 25 ans. Là, on est en 2014, il est âgé de 25 ans. Si on recule à 2004, ça veut dire 10 ans de moins, il avait donc 15 ans au moment où les premiers incendies se seraient produits. Donc les autorités, quand je dis l'arrêtent, en fait, on le place en garde à vue et là, on l'accuse en fait d'être un pyromane, d'avoir allumé ces nombreux feux, mais on n'arrive pas trop à déterminer pour quelles raisons. Et c'est vrai qu'il y a une problématique lorsque l'on parle de la pyromanie, parce que les gens qui mettent le feu,
le font pas forcément dans le but de toucher une assurance. Certains ont une espèce de satisfaction presque sexuelle à voir un bâtiment flamber. Donc, les motivations sont souvent purement psychologiques, pas forcément monétaires. Donc, on va arrêter le jeune, il est en garde à vue, on le suspecte d'être responsable d'une partie des incendies, et on va arrêter éventuellement son père également, qu'on va suspecter d'avoir été le complice du fils pour avoir mis le feu à ces différents endroits du village. Mais les deux personnes, les deux suspects clament leur innocence. Les autorités n'ont absolument aucune preuve qui permet de croire que ces gens-là étaient responsables. Et bien sûr, tout le village les supporte, tout le village est derrière eux, à un point tel que le maire va exiger une nouvelle enquête sur ces incendies pour essayer de comprendre quelle est la nature de ces incendies et pour lesquels on ne trouvera pas d'explication. Donc, on a deux suspects faciles qui sont tombés dans le collimateur des autorités, qui semblent dire, bon, ben voilà, c'était eux, puis basta, on n'en parle plus. Mais néanmoins, tous les gens qui étaient dans l'environnement, qui étaient dans l'entourage, et les conditions dans lesquelles ces feux-là se sont produits, semblent exclure, du moins en partie, nos deux suspects. C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre qui s'était produit, mais pour lesquels on n'a jamais trouvé d'explication. L'affaire reste encore très mystérieuse, et dès qu'on parle d'incendies ou de feux mystérieux, ben, tu comprendras que cette histoire de Caneto di Caronia, donc le nom du village, revient là, presque instantanément sur le tapis. Ça demeure parmi les événements les plus étranges rapportés dans la littérature sur les phénomènes mystérieux. Enfin, quelque chose à classer dans les dossiers mystères de Radio X-Files. Ouais, on n'a pas tout à fait, on n'a pas toute l'expérience. Mais on peut suspecter des gens, mais on n'a pas la réponse définitive. On n'a pas la réponse définitive. C'est le dossier mystère. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis, bon, on aborde la question, on regarde les pour et les contre, mais bon, il faut bien l'avouer, jusqu'à maintenant, les autorités, c'est assez amusant parce que dans cette histoire-là, je me rappelle quand, en 2014, les autorités disaient, la preuve que l'on a contre ces deux individus-là, c'est qu'on avait installé, les autorités avaient installé des caméras à des intersections du village. Et les deux hommes apparaissent à un moment donné sur des images des caméras, peut-être une demi-heure avant qu'un feu se déclenche. Mais c'est peu, là, tu sais, t'arrives pas à démontrer qu'il y a un lien, là, c'est pas parce que l'homme est passé devant la caméra puis qu'une demi-heure plus tard, il y a eu un feu, que c'est lui qui en est le responsable. Donc, il faut l'avouer, c'était des preuves qui étaient très circonstancielles, et ces individus-là, bien sûr, ont été mis en garde à vue, mais ils ont été depuis relaxés, parce qu'on n'a pas réussi à démontrer clairement qu'ils étaient responsables des incendies. Quoi qu'il en soit, les feux de 2014 ont duré un peu comme en 2004. Ces feux ont duré quelques mois, donc ils apparaissaient spontanément dans le village, et même après l'arrestation, c'est assez étonnant, parce que même après l'arrestation, la mise en garde à vue de nos deux suspects, les feux ont continué. Donc, on avait deux suspects en garde à vue, mais les feux continuaient dans le village. Et puis, éventuellement, les feux se sont arrêtés d'eux-mêmes. Et puis, rien d'autre de semblable ne s'est jamais reproduit dans le village. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On se fait un segment actualité de la semaine à chaque émission de Radio X-Files et on commence avec l'excellent Elon Musk qui en aurait dit un peu plus sur les extraterrestres. C'était assez amusant parce que Elon Musk, il est souvent l'objet de toutes sortes de commentaires en fonction de ses... Il est un peu comme le président Trump. Hein? Il aime beaucoup tweeter, puis il tweet toutes sortes de choses. Et là, écoute, il a fait une déclaration sur un tweet qui a fait beaucoup réagir. Et on le sait, Elon Musk, c'est bien sûr les voitures Tesla, mais c'est également SpaceX. Donc, il est très impliqué dans la recherche spatiale. C'est lui, d'ailleurs, qui est le principal pourvoyeur pour la NASA pour les prochains lancements. Bon, on l'a vu avec la capsule spatiale qui a amené les astronautes récemment dans la station orbitale, mais c'est également lui qui est pressenti pour le lanceur qui va permettre d'envoyer des hommes prochainement sur la Lune. Donc, il est très impliqué dans cette recherche spatiale, donc on le comprend sur le plan industriel et commercial, il est en contact avec plein de gens du domaine de l'industrie spatiale. Et là, il a fait un tweet en disant que il y avait aucune... Bon, on le comprend, il est en contact avec tous ces gens-là, puis il dit, bon, ben, j'ai des contacts, moi, partout, hein, la zone 51, l'armée, les militaires, la recherche spatiale, puis je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'extraterrestres qui nous rendent visite.
Alors, tu comprends, c'est un peu comme une douche écossaise. Puis c'est assez étonnant parce que le même Elon Musk, il y a quelques mois à peine, avait lancé comme ça, ce sont des extraterrestres qui ont construit les pyramides d'Égypte, qui avaient fait réagir à ce moment-là le département des antiquités égyptiennes. Et puis là, voilà que dans un tweet il y a quelques jours, il dit, bon, ben, les extraterrestres nous rendent pas visite parce que tout ce que j'ai vu, tous les contacts que j'ai, c'est unanime, on n'est pas visité par les extraterrestres. Donc, à toi d'en tirer les conclusions que tu veux. Puis c'est assez étonnant parce que ce discours-là, ça me fait penser, c'était, je pense, il y a 2 ans, peut-être, Edward Snowden. Bon, Edward Snowden, c'est celui qui a révélé que la NSA avait des programmes de surveillance, d'écoute électronique sur à peu près tous les citoyens. Et il a dû s'exiler d'abord en Chine et maintenant il est en Russie. Il vit en exil. Il a été déclaré un peu comme ennemi de l'État, par l'administration de Obama. Et Edward Snowden, c'était ce jeune geek d'informatique qui travaillait pour la NSA justement à ses programmes de surveillance. Et il a dit il y a 2 ans à peu près, et qui est rapporté d'ailleurs dans un livre qu'il a écrit sur le sujet, il disait moi j'avais la possibilité de fouiller tous les documents qui étaient informatisés au gouvernement. Là. Il avait cette habilité-là d'aller dans le ultra top secret. Là. Et il dit, je n'ai jamais, mais jamais rien vu. Il a vu plein de trucs que d'ailleurs beaucoup révélés là, à travers ses publications, Wikipédia, pas Wikipédia, mais Wikileaks et des trucs comme ça, et également à travers ses livres. Il dit, je n'ai jamais, mais jamais rien vu qui permet de croire que le gouvernement américain a récupéré des ovnis ou qu'il est en contact avec des extraterrestres ou que des extraterrestres nous rendent visite. Donc, tu vois, c'est assez étonnant, donc, ce discours-là d'Edward Snowden qui vient un peu confirmer la déclaration de Elon Musk. Donc, encore une fois, on est placé dans le débat, oui ou non, sommes-nous visités par des extraterrestres? Et chacun a un peu son opinion, mais on est toujours là à attendre la preuve. Peut-être que la vérité est ailleurs. Ouais, peut-être que la vérité est ailleurs. Mais en fait, je trouvais ça assez amusant parce que bon, ça arrivait un peu comme une douche écossaise, déclaration d'Elon Musk. Non, nous ne sommes pas visités par des extraterrestres, d'après mes contacts. Christian, en terminant, il reste à peu près 1 minute. Mercredi, c'est une journée importante pour toi puisqu'arrive ton nouveau livre sur les ovnis. Oui, absolument. Donc, OVNI au Québec, donc 80 ans d'apparition, de manifestation, et qui va des observations d'OVNI jusqu'au phénomène des enlèvements extraterrestres, et en passant, bien sûr, par toute cette approche, on l'a mentionné dans l'émission, je dis tout le temps, restons sceptiques ou essayons de faire preuve de bon sens, j'aborde également la question des OVNI sous cet angle-là, donc le bon sens, que valent les témoignages, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de photographie intéressante, donc toutes les questions essentielles que l'on doit se poser par rapport à la question des ovnis, sans nécessairement trancher de manière définitive si oui ou non nous sommes visités par des extraterrestres. Je laisse le lecteur faire son choix là-dessus. Donc, c'est à ne pas manquer, mercredi dans toutes les bonnes librairies. Je te souhaite de passer un beau week-end, puis on se rejase vendredi prochain. Vendredi prochain, absolument. Pour une autre émission de Radio X-Files. Salut mon ami. Ça marche. Bye bye. Salut. Radio X.